Aujourd'hui, on va parler plutôt maladie génétique, donc le terme est pathologie héréditaire simple et complexe. Alors là, quand j'ai réalisé le titre qu'on m'avait donné, je me suis dit, oulala, quand je vais m'en sortir en 1h30, c'est énorme comme sujet. Ceci dit, donc voici les principales catégories de maladies génétiques qu'on pourrait aborder aujourd'hui, en essayant, j'ai dit, de se concentrer plutôt sur ce qui est récent, ce qui nous permet d'avancer, de percevoir l'avenir, que sur les vieux machins. L'autre façon de présenter le rôle de la génétique dans les maladies, c'est cette dia que j'aime aussi beaucoup, sur laquelle on définit en quelque sorte toutes les maladies humaines, suivant qu'elles sont d'origine environnementale ou génétique, par ce triangle à 3 côtés. On a les maladies qui sont dues à un seul gène, donc maladies monogéniques. On a les maladies polygéniques qui sont dues à de multiples gènes, comme la trisomie 21, c'est tout un chromosome, donc il y a des milliers de gènes sur ce chromosome. Et on a les pathologies qui sont purement environnementales, comme un accident de circulation ou le fait de glisser sur le verglas et de se casser le col du fémur. Et au milieu, on a finalement l'essentiel des maladies humaines, et en particulier ici, ces maladies complexes ou multifactorielles qui sont donc liées à la fois à de multiples gènes et à des facteurs d'environnement. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, je sais que Carole Charlier vous a parlé déjà de génomique et des apports de la génomique, mais très rapidement, pour vous rappeler qu'en 1953, donc il y a 60 ans, Watson et Crick découvrent la structure de l'ADN, ce qui est la première étape vers notre connaissance de notre patrimoine génétique. Et une deuxième étape clé se passe 25 ans plus tard, quand un biologiste britannique brillant, Fred Sanger, réussit à trouver une méthode pour établir la séquence des nucléotides de l'ADN, donc la séquence des 4 bases de l'ADN ACGT. Et à partir de là, on commence à séquencer des gènes et naît alors un projet un peu fou, fin des années 80, qui est celui de séquencer l'entièreté du génome humain. C'est ce qu'on appelait à l'époque le HGP, le Human Genome Project. Alors Carole vous en a peut-être déjà parlé, mais donc ce projet a débuté en 89, il a duré 15 ans. On a séquencé 3,3 milliards de bases de l'ADN pour 3 milliards de dollars à peu de choses près. Donc c'était le coût C'était piloté par les Américains. Le but était donc de séquencer les 3 milliards 200 ou 300 millions de paires de bases du génome humain, d'identifier les gènes avec une grosse déception. On est parti dans le projet en croyant que nous, humains, avions entre 70 et 100 000 gènes, et on s'est rendu compte qu'on en avait 25 000. Pas beaucoup plus qu'une mouche ou qu'un ver de terre, mais bon, voilà, c'est la réalité. Et on a également amélioré, bien sûr, toutes ces choses concernant les techniques de séquençage, et on a aussi pu commencer à identifier les différences entre individus. Je vais y revenir. Alors, ce projet, ce Human Genome Project, il a donné lieu à une première publication des résultats en 2001, donc une dizaine d'années après son début, avec, entre les deux, une terrible concurrence qui était apparue entre le consortium public financé par les États occidentaux et une société privée qui avait entrepris de séquencer elle-même aussi le génome, qui s'appelait la société Celera de Craig Venter. Et finalement, avec une énorme pression notamment du président américain et du premier ministre britannique à l'époque, cette firme a accepté de rendre toutes ces données publiques et donc a publié, parce qu'il y avait une grosse crainte sur la prise de brevets ou de secrets, etc. Donc vraiment, première séquence publiée à la fois par le consortium public et par la société privée la même semaine en 2001, information qui a fait la une de tous les journaux de l'époque, ça c'est le magazine du mouvement écolo de l'époque, et en 2004, des séquences plus ou moins finies, enfin quasiment finies, qui sont donc tous devenus en accès libre sur le web. Et ça, c'est un point extrêmement important pour ceux qui font du diagnostic génétique. On a accès aux séquences de référence de l'espèce humaine et à toutes les variations identifiées dans celles-ci sur des sites web qui sont libres d'accès. Alors, il a fallu donc 14 ans et 3 milliards de dollars pour obtenir la première séquence, et on avait à peine fini qu'il y a eu une révolution technologique qu'on appelle le NGS, pour Next Generation Sequencing, qui sont donc les nouvelles méthodes de séquençage d'ADN, avec plusieurs firmes qui ont commercialisé des outils depuis 2005. Et le résultat, qui a sans doute déjà été montré soit par Michel Georges, soit par Carole Charlier, ou par les deux, qu'un résultat, c'est une chute drastique du coût du séquençage d'ADN, qui fait que progressivement, ce séquençage d'ADN passe d'une aide à la recherche, mais à un coût très élevé, à l'application diagnostique à un coût raisonnable pour la sécurité sociale.
Ça, c'est l'évolution, ce qu'on appelle la loi de Moore. C'est l'évolution du coût dans le domaine informatique, avec une diminution par 2 tous les je ne sais plus combien d'années. Et ça, c'est l'évolution du coût du séquençage d'ADN, qui a été beaucoup plus, avec une chute qui a été beaucoup plus rapide que prévu et qu'anticipé par dans d'autres technologies. Alors, le principe, donc ce NGS est maintenant disponible. Si vous avez une dizaine de milliers d'euros à perdre, vous pouvez probablement trouver une société qui vous séquence votre génome entier pour 5 à 10 000 euros pour le moment maintenant. On peut séquencer un exome, c'est-à-dire tous les gènes, donc les séquences de tous les gènes, pour une somme qui est entre 1 000 et 1 500 euros, en une seule manip. Mais la difficulté est de pouvoir disposer des outils bioinformatiques pour analyser cela facilement et aussi pour pouvoir l'interpréter. Donc on dit parfois on arrivera bientôt au génome à 1 000 $, mais il faudra toujours 100 000 $ pour l'interpréter et le stocker. Alors, ce qui est important, c'est que dans cette méthode, on y reviendra dans certaines applications. La séquence d'ADN est étudiée par tout petits morceaux. Donc, on coupe l'ADN en tout petits fragments ici en bleu, auxquels on lie des petits morceaux en rouge pour pouvoir les fixer, si vous voulez, sur le matériel de séquençage. Et donc, on va séquencer l'ADN en multiples petits fragments, centaines de milliers, millions ou dizaines de millions de petits fragments, suivant ce qu'on veut faire. Et alors, les séquences sont alignées par l'ordinateur sur une séquence de référence. C'est-à-dire que chaque position de l'ADN, on anticipe à la barre en bleu, est séquencée non pas une fois, mais quelques dizaines ou quelques centaines de fois, suivant ce qu'on veut faire. C'est important pour aujourd'hui, pour ces applications, c'est encore plus pour lundi prochain, nos applications cancer. Vous comprendrez, quand on séquence certaines cellules cancéreuses, c'est très important de séquencer avec ce qu'on appelle une couverture suffisante ou une profondeur suffisante. Alors, donc, avec le HGP et puis les projets qui ont suivi, on a donc établi d'une part une séquence de référence du génome humain et d'autre part un catalogue de variants génétiques, c'est-à-dire un catalogue de variations autour de la norme, si je puis dire. Donc, toute variation dans la séquence d'ADN qui est différente en quelque sorte de la séquence de référence du génome humain. Alors, ces variants génétiques, on les désigne sous 2 noms. C'est un petit peu sémantique. On parle de polymorphisme et on parle de mutation. Globalement, la définition de base, c'est que le polymorphisme, ce sont des variants fréquents. Donc, dans une population humaine donnée, on trouvera cette variation de séquence chez plus d'1% des séquences d'ADN, ou si vous voulez, plus d'1% des chromosomes séquencés, tandis que le terme de mutation désigne plutôt des variants dont la fréquence est faible dans une population humaine donnée, donc moins d'1% des chromosomes porteront ce variant. Par extension, on parle souvent de mutations comme étant des variants qui vont affecter fortement la fonction du gène, mais c'est une expression, je dirais un abus de langage peut-être, mais c'est souvent quand même ce qu'on retient, c'est qu'on parle souvent de mutation quand on a une mutation pathogène liée donc à une dysfonction du gène et à une maladie. Alors ces polymorphismes, ils expliquent plein de choses, évidemment. Ils expliquent tout d'abord les variations autour de la normale, les variations entre individus, le fait qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit blond, brun, châtain ou roux, qu'on soit grand ou petit, qu'on ait tendance à prendre du poids ou pas. Donc des variations autour de la normale et également la prédisposition génétique à toute une série de maladies, ça on y reviendra. Donc certains de ces variants sont associés à un risque plus ou moins élevé de développer un jour dans notre vie une maladie cardiovasculaire, une maladie psychiatrique ou une addiction aux drogues ou un cancer ou etc., ou une maladie inflammatoire. Donc ces polymorphismes, on y reviendra, sont étudiés en particulier en raison de leur lien éventuel avec certaines prédispositions génétiques à des maladies complexes. Alors, donc on a étudié le génome, et pour fixer une dernière fois les idées, et pour réintroduire la petite question de la mitochondrie, ça c'est l'étude du génome du noyau. Donc dans nos cellules, nous avons le noyau, qui contient l'immense majorité de notre ADN, et puis nous avons un tout petit peu d'ADN dans les mitochondries. Dans le noyau, plus de 95% de l'ADN du noyau est en dehors des gènes. Et ce n'est qu'une très petite fraction, ici en rouge, qui sont de notre ADN qui est codant, c'est-à-dire qui contient l'information pour les gènes qui vont servir à la fabrication des protéines.
Et dans ce qu'on appelle parfois ce junk DNA, donc le DNA poubelle, si vous voulez, ici en bleu et en vert, eh bien, on a toute une série de choses dont on ne connaît pas encore bien la fonction. Ça, c'est un premier point. On a un paquet d'ADN en dehors des gènes dont on ne connaît pas la fonction. Deuxième point, donc on a ce génome nucléaire qui est de grande taille, 3,3 milliards de paires de bases, et à côté du génome nucléaire, on a dans nos cellules le tout petit chromosome des mitochondries, 16 000 paires de bases, pardon, donc 3,3 milliards versus 16 000, mais qui, lui, ne contient quasiment que de l'ADN informatif, si vous voulez. L'immense majorité de l'ADN de la mitochondrie est renfermé dans des gènes qui sont soit transcrits en ARN, soit qui servent à synthétiser les protéines. Alors, une des caractéristiques des mitochondries, pour information, c'est que ces mitochondries, et donc l'ADN des mitochondries, ne sont transmises que par les femmes. Dans l'oocyte, il y a un paquet de mitochondries. Dans le spermatozoïde, il y en a aussi, mais les mitochondries du spermatozoïde sont situées au niveau de la pièce intermédiaire. Dans le spermatozoïde a une tête, une pièce intermédiaire et une queue. Or, lorsqu'au terme de son long périple, le vaillant spermatozoïde féconde l'oocyte, il y introduit sa tête, mais pas la pièce intermédiaire. Donc les mitochondries mâles ne pénètrent pas dans le futur embryon, et donc les hommes ne transmettent pas leurs mitochondries à leur descendance. Ce qui est un des éléments, ça c'est le sujet d'une conférence à venir de Carole Charlier, c'est une des raisons pour lesquelles l'ADN des mitochondries a été étudié pour étudier les différences entre populations. Les femmes, au cours de l'histoire de l'humanité, ont plus suivi les grandes migrations. Les hommes ont plus été parfois batifolés à gauche ou à droite au cours de différentes conquêtes, expéditions, etc., etc., en y dispersant, si je puis dire, leur ADN à gauche et à droite. Donc l'intérêt de suivre, de comparer l'ADN mitochondrial, est bien pour pouvoir comparer des populations. Donc si je viens sur mes maladies génétiques, je ne vais pas trop parler des maladies mitochondriales parce que, bon, c'est un sujet un peu particulier. Juste en deux mots, les mitochondries, il y en a donc un grand nombre par cellule. On voit toute une série de mitochondries dans une cellule. Les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de la cellule. C'est elles qui produisent l'énergie. Et donc, on comprend à partir de là, si vous voulez, que les maladies mitochondriales, qui ont bien entendu une transmission exclusivement maternelle, sont des maladies qui affectent surtout le fonctionnement des tissus neuromusculaires. Pourquoi ? Parce que c'est le système nerveux et ce sont les muscles qui sont les organes les plus consommateurs d'énergie. Donc ce sont des maladies qui affectent essentiellement donc, les fonctionnements neuromusculaires. La sévérité est très variable en raison du fait que vu qu'il y a une grande quantité de mitochondries par cellule, on peut hériter d'une proportion variable de mitochondries normales et de mitochondries dont l'ADN est anormal. Et donc on a une grande variabilité des symptômes. Et enfin, ce sont des maladies dont la symptomatologie s'aggrave avec l'âge parce que nos mitochondries s'endommagent avec notre vieillissement. Les mitochondries subissent une série d'altérations et l'ADN des mitochondries s'endommage au fur et à mesure de l'âge. C'est un des facteurs du vieillissement qui explique que nos performances intellectuelles ou sportives à un moment donné commencent à baisser et ces anomalies acquises des mitochondries interviennent dans des maladies comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Et donc chez les personnes qui héritent d'anomalie mitochondriale de leur mère, on peut avoir aussi une aggravation des symptômes avec l'âge pour cette raison. Je n'en dirai pas plus sur les mitochondries aujourd'hui. Je vais faire un bref rappel sur les maladies monogéniques, et puis un bref rappel sur les maladies chromosomiques, et puis je viendrai sur ce que la génomique et nos connaissances sur le génome humain, ce que ça a apporté récemment dans la mise au point, l'étude, y compris clinique. On va quand même parler essentiellement d'applications réelles, ce que ça a permis pour la mise en évidence de ces maladies au cours de ces dernières années. Alors, les maladies monogéniques sont également appelées mendéliennes. Pourquoi ? Parce qu'elles obéissent aux lois de transmission génétique qui ont été définies par Gregor Mendel, qui, dans le jardin de son monastère, étudiait les petits pois et la transmission de la couleur verte et jaune de ceux-ci. Alors, ces maladies monogéniques se caractérisent par un pédigré particulier, c'est-à-dire que si on établit un arbre généalogique de la famille, le généticien un peu expérimenté peut dire ça ressemble à une maladie dominante, ou ça ressemble à une maladie récessive, ou ça ressemble à une maladie liée à l'X. Avec cependant l'immense difficulté que les maladies humaines sont transmises à des familles de petite taille, de taille de plus en plus petite, et que ça rend parfois l'interprétation difficile. C'est parfois plus facile
chez les animaux d'élevage où on a parfois des dizaines, des centaines de descendants pour un seul mâle reproducteur, par exemple. Donc on a un pédigré particulier. Et il y en a un très grand nombre qui vont de maladies relativement rares à des maladies tout à fait exceptionnelles. Il y a donc un catalogue qui s'appelle le catalogue OMIM, pour Mendelian Inheritance in Man, qui est un catalogue de toutes ces maladies, et il y en a donc plusieurs milliers qui sont identifiés. Alors on a 5 pédigrés possibles. La transmission dominante à partir d'un chromosome non sexuel, donc autosomal, c'est un chromosome non sexuel, la transmission récessive autosomique, les maladies récessives liées au chromosome X. Ce sont les 3 principaux modes de transmission. Ceux-ci sont beaucoup plus rares. Il y a quelques maladies dominantes liées au chromosome X, mais il y en a un assez petit nombre. Et quant aux maladies au chromosome Y, c'est vraiment très anecdotique. Sur le chromosome Y, chez l'homme, il y a assez peu de gènes actifs, si ce n'est des gènes qui interviennent bien entendu dans le déterminisme du sexe et dans la fécondité. Donc essentiellement, les pathologies liées à Y sont quand même liées à des troubles de la fécondité ou à des troubles du développement sexuel. Donc je n'en parlerai pas non plus. Ceux-ci, vous les connaissez. On va quand même repasser rapidement en vue leur mode de transmission, notamment parce que tout à l'heure, lorsque j'expliquerai le type d'études qu'on peut faire aujourd'hui sur base de la génomique, à chaque fois qu'on veut étudier une famille pour mettre en évidence une maladie génétique dont on ne connaît pas l'origine, on doit toujours, pour étudier cette famille, lorsqu'on va utiliser les outils de la génomique moderne, on doit toujours poser une hypothèse de départ sur le mode de transmission, sinon on ne s'en sort pas. Donc il y a toujours une nécessité d'établir les armes généalogiques et d'essayer de réfléchir au mode de transmission le plus probable si on veut aboutir à un diagnostic. Alors, maladies récessives, donc autosomiques récessives, ce sont des maladies qui se déclarent lorsqu'un individu, s'il y a 2 individus avec des symboles pleins, ces individus sont porteurs de 2 copies d'un gène, porteuses toutes les 2 d'une anomalie génétique ou d'une mutation. Donc on a, pour tous les gènes qui sont situés aux autosomes, on a 2 copies, une copie héritée de notre mère, une copie héritée de notre père. Pour qu'un individu soit malade, il faut que les 2 copies soient affectées par une mutation. Et donc les parents sont d'office, eux, ce qu'on appelle hétérozygotes, avec une copie normale, ici le grand A, et une copie anormale, ici le petit a. Alors très classiquement, ce sont les maladies qui sont favorisées par la consanguinité. Il sait bien que les 2 parents sont consanguins puisqu'ils ont des grands-parents communs. Et c'est assez facile à comprendre. Pour qu'une maladie récessive se déclare chez un enfant, il faut que les 2 parents soient tous 2 hétérozygotes pour une mutation sur un même gène. Donc on est tous porteurs de quelques mutations récessives. La probabilité que notre conjoint soit porteur de mutations récessives sur les mêmes gènes est a priori faible, sauf si c'est une maladie assez fréquente, comme par exemple la mucoviscidose, ou sauf si le conjoint fait partie de la même famille. On a beaucoup plus de probabilité d'avoir 2 individus porteurs de mutations sur le même gène s'ils ont des ancêtres communs relativement proches. D'accord ? Et donc, pour certaines maladies autosomiques récessives très rares, je veux dire très exceptionnelles même, on ne voit quasiment des malades que dans le cas de consanguinité. Sinon, la probabilité d'avoir 2 parents porteurs hétérozygotes est tellement faible que ça ne peut se voir quasiment que dans le cas de consanguinité. Donc pour qu'un sujet soit malade, il faut que les 2 parents soient porteurs hétérozygotes. Ici, l'exemple de l'anémie falciforme, maladie fréquente dans certaines régions d'Afrique. Alors les maladies récessives, la plus connue sans doute dans nos régions, c'est la mucoviscidose, qui est la maladie récessive grave la plus fréquente dans les populations blanches caucasiennes. La drépanocytose est plutôt une maladie de l'hémoglobine fréquente en Afrique de l'Ouest. Et puis on a le groupe énorme des maladies métaboliques, dont fait partie la phénylcétonurie, qui sont des maladies liées à des déficits enzymatiques. Donc la mucoviscidose, pour vous donner une petite idée, c'est une maladie récessive fréquente. C'est une naissance sur 2500 à peu près en Belgique, ce qui veut dire qu'il y a une personne sur 25 qui est porteuse hétérozygote. Donc il va y avoir quelques porteurs hétérozygotes dans l'assemblée ce soir a priori, enfin cet après-midi a priori. Donc c'est une maladie dont la fréquence est élevée dans nos populations. La deuxième possibilité, c'est la transmission dominante, où là, il suffit d'avoir un allèle porteur de l'anomalie génétique pour développer la maladie. Donc l'allèle est désigné par une lettre majuscule parce qu'il est associé à une forme dominante. Et donc ici, ce sujet est malade parce qu'il a l'allèle grand A
la forme grand A du gène qui est donc porteuse d'une mutation, et tous les sujets qui ont le grand A sont malades, ceux qui ont hérité de 2 petits a sont indemnes. Chaque personne malade a une chance sur 2 de transmettre la maladie à chacun de ses enfants. Donc, voici ici un exemple avec le syndrome MEN, qui est un syndrome qui donne des tumeurs des glandes endocrines. Si ce sujet-ci est atteint de la maladie, il a une chance sur 2 d'avoir transmis le gène à ses enfants, et ceux-ci doivent être dépistés en raison du risque de cancer de la thyroïde, dans ce cas-ci, à prendre en charge précocement. Alors, on a toute une série d'exemples, la neurofibromatose, la chondroplasie, je vais vous montrer quelques exemples. Et alors, on a plusieurs maladies dominantes qui sont des maladies neurologiques, voire neurodégénératives, comme la chorée de Huntington, à déclaration tardive, ce qui veut dire que les enfants n'ont aucun symptôme. Les symptômes se déclarent à l'âge adulte vers 40-50 ans. Et vu que c'est une maladie dominante, la transmission est de 1 sur 2. Alors, la chorée de Huntington est chargée d'un aspect humain, émotionnel majeur. C'est une maladie neurologique dégénérative qui fait que les patients vont avoir une évolution neurologique dramatique en quelques années. Et donc, vu le mode de transmission, quand un jeune homme ou une jeune femme de 20-25 ans voit son père ou sa mère qui a 50 ans à cette évolution dramatique, il sait qu'il a une chance sur 2 de suivre ce cheminement vu le mode de transmission. Et donc, ça a bien entendu un impact absolument majeur sur les choix de vie des gens. La décision de faire le test ou de ne pas le faire est une décision de faire le test génétique ou pas, donc un test prédictif qui va prédire l'évolution à coup sûr. C'est une décision extrêmement lourde à prendre, qui est très très encadrée pour garantir que la personne soit capable psychologiquement de pouvoir supporter le résultat du test et pour également pouvoir discuter des options en quelque sorte pour la suite de la vie. Alors l'exemple de l'achondroplasie, une maladie dominante qui génère un anisme. Et donc c'est une maladie dominante, donc on peut avoir des familles d'achondroplases. En voilà une et en voilà une autre, qui sont 7 aussi, donc vous voyez, ça arrive. Néanmoins, c'est un exemple que je montre parce que ce mode de transmission de l'achondroplasie est assez rare. Et en réalité, la grande majorité des cas d'achondroplasie ne sont pas dus à une transmission de ce type-là, mais sont dus à des mutations nouvelles, mutations de novo. Et donc, c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure dans quelques exemples. On peut toujours avoir, à un moment donné, une famille indemne d'une maladie génétique, et puis une mutation apparaît, et on voit la maladie qui survient. Mutation qui est le fait d'une erreur de recopiage de l'ADN lors de la formation, le plus souvent des gamètes, donc ovules et spermatozoïdes, chez les parents. Donc ici, très probablement, tout le monde est indemne, ces deux personnes-ci ont fait 2 enfants, et à un moment donné, dans la genèse des oocytes ou des spermatozoïdes, il y a eu une erreur de recopiage. Je vous rappelle qu'à chaque division cellulaire, les cellules, on y reviendra plusieurs fois, notamment dans la fois prochaine quand on parlera du cancer, à chaque division cellulaire, une cellule recopie 3 milliards 300 millions de paires de bases, donc 6 milliards 600 millions de bases. Si vous essayez de recopier un texte de 6 milliards 600 millions de lettres sans faire de faute de frappe, vous n'y arriverez probablement pas, et la cellule fait ça très vite. Alors, il y a des proofreading, il y a des correcteurs, mais de temps en temps, il y a une erreur qui échappe. On a pu mesurer, grâce à la génomique, le nombre de néomutations, donc le nombre d'erreurs de recopiage qu'on a d'une génération à l'autre, et on le sait le chiffrer précisément, c'est quelques-unes, une vingtaine, dont une généralement survient dans un gène et peut donc avoir un impact. Alors, d'autre part, ces erreurs de recopiage surviennent beaucoup plus souvent chez les hommes, donc la formation des spermatozoïdes, que chez les femmes, donc la formation des oocytes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un point sur lequel les femmes sont économes, c'est la formation d'oocytes. Une femme libère un ovule tous les mois entre 12 et 50 ans, ce qui en fait quelques centaines. Et donc, il faut peu de divisions cellulaires pour générer l'ensemble des cellules reproductrices féminines. Un homme est capable de produire des milliards de spermatozoïdes, et donc il faut beaucoup plus de divisions cellulaires, donc il y a plus de risque d'erreur. Et le risque d'erreur est d'autant plus élevé que l'âge du père est élevé également. Donc, je ne dis pas qu'il faut exclusivement faire des enfants jeunes, c'est pas moi qui peux dire ça, mais il y a donc un risque plus élevé chez les hommes et lié quelque part à l'âge de l'homme. Alors ce risque est très variable d'une maladie à l'autre ou d'un gène à l'autre plus exactement. Et donc l'achondroplasie est une maladie pour laquelle manifestement on a un gène relativement à risque de néomutation et une fréquence élevée de nouvelles mutations. Alors, troisième catégorie, ce sont donc les maladies récessives liées à l'X.
qui généralement n'affectent quasiment que les hommes, que les garçons, si c'est une maladie avec une répercussion pédiatrique, mais le gène malade est transmis par les filles qui sont, elles, à nouveau porteuses hétérozygotes saines. Donc ici, on a un homme porteur de la maladie avec un X avec une mutation. Il a transmis ce X avec le petit A avec une mutation à sa fille, mais elle a un autre X, elle n'est pas malade. Mais si elle a des enfants, si elle a des enfants de sexe masculin, à chaque fois, elle aura une chance sur 2 d'avoir transmis cette maladie. Donc ça n'affecte quasiment que les garçons, mais c'est transmis par les femmes. Alors ça, c'est l'exemple classique, tous les bouquins de génétique, de l'hémophilie dans les familles royales européennes, à partir d'une mutation dans un ovule de la reine Victoria d'Angleterre, on a eu des hémophiles en Prusse, en Russie et en Espagne. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il en reste encore, mais donc il y a une transmission. Et vous voyez bien que ce sont uniquement des carrés, donc uniquement des hommes qui ont été atteints de cette hémophilie. Donc on n'atteint que les garçons, très très rare chez les femmes. Mais les femmes sont porteuses. Donc ici, on a l'exemple de la myopathie de Duchenne qui est largement médiatisée par le Téléthon en France. Ce garçon a été atteint de cette maladie qui est mortelle chez les petits garçons, qui est une maladie dramatique chez les petits garçons. Sa sœur sait qu'elle est porteuse. Elle est porteuse d'autant plus qu'elle l'a transmis à sa descendance. Et donc forcément, celle-ci, qui a un oncle et un frère atteints de cette maladie gravissime, se pose des questions angoissantes quant à son risque de transmettre la maladie à sa descendance. Et a priori, elle a une chance sur 2 d'être porteuse. Et donc, il vaudrait mieux, si possible, le déterminer chez elle et lui donner un conseil génétique quant à sa reproduction pour un test prénatal, etc. etc. Donc le chromosome X, c'est un chromosome riche en multiples gènes. Et donc, on a toute une série de maladies liées à l'X, dont l'hémophilie, la myopathie de Duchenne et le daltonisme, et une série de maladies qui sont liées au retard mental, dont la plus fréquente est le X fragile. C'est pour cette raison qu'il y a plus d'individus de sexe masculin que de sexe féminin qui ont un retard mental dans toutes les populations, en raison de l'importance d'une série de gènes sur le chromosome X pour le développement du système nerveux. Important, donc, si la maladie est grave, je ne parle pas de daltonisme, mais de détecter les femmes porteuses pour proposer éventuellement un diagnostic prénatal. Donc ces maladies sont monogéniques, un seul gène suffit au déterminisme de la maladie. À l'opposé, on a les maladies chromosomiques, qui sont des maladies qui vont intéresser de multiples gènes. Alors, les chromosomes, c'est ça. Donc ça, c'est un karyotype anormal. Celui-ci, il manque un chromosome. Et donc, c'est un karyotype réalisé au labo chez nous. Et donc, on peut effectivement faire se diviser des cellules au laboratoire, bloquer la mitose, la division cellulaire, récolter les chromosomes, les colorer, les fixer sur une lame. Et puis, maintenant, on a ensuite une analyse par l'intermédiaire d'un ordinateur et d'un écran d'ordinateur et établir le karyotype. Un cytogénéticien reconnaît ces chromosomes aux bandes claires et foncées, à la taille des chromosomes, etc. et peut donc les classer. Alors ces données chromosomiques vont donc comporter des parties de chromosomes ou des chromosomes entiers. Et donc cette fois-ci, on n'a plus affaire à des maladies qui concernent un seul gène, mais généralement un grand nombre de gènes. Et les plus grosses d'entre elles sont détectables au microscope sur ce genre de structure qui permet de mettre en évidence certains défects chromosomiques ou certaines duplications, trisomies, etc. Alors, on a 2 grandes catégories. Des anomalies de nombre, qui sont les aneuploïdies, donc des chromosomes en trop ou en trop peu, ou des réarrangements chromosomiques avec des cassures de chromosomes, qui peuvent être des inversions, des translocations, c'est des échanges de matériel entre 2 chromosomes. Une inversion, c'est un morceau de chromosome qui s'est retourné sur lui-même. Des délétions, donc des pertes de morceaux de chromosomes, ou des duplications, donc des morceaux de chromosomes qui sont présents 3 fois au lieu de 2 au total, puisqu'on a à chaque fois 2 copies de chaque chromosome. L'aneuploïdie, c'est donc un chromosome en trop, c'est une trisomie dans ce cas-là, ou en trop peu, c'est une monosomie. Chez l'homme, les monosomies des chromosomes non sexuels sont létales in utero et donc aboutissent à des fausses couches. Et la seule monosomie observable, c'est celle-ci, donc le syndrome de Turner, qui sont des individus de sexe féminin, de petite taille, avec des ovaires pas très fonctionnels et donc des aménorrhées primaires sur des jeunes filles qui ont une puberté mais qui n'ont jamais de leurs premières règles, qui n'ont jamais de règles, et éventuellement des anomalies cardiaques et autres qui peuvent être associées. Et donc
le syndrome de Turner, c'est une formule à 45 chromosomes au lieu de 46, avec un seul chromosome sexuel, un chromosome X, et il manque le deuxième X ou le Y pour faire, je dirais, un individu tout à fait normal. L'autre exemple classique d'aneuploïdie que tout le monde connaît, c'est bien sûr la trisomie 21 au syndrome de Down, dont on va reparler quant aux applications récentes de la génomique, qui concernait 0,15% des naissances, moins maintenant sans doute, parce que beaucoup sont dépistés avant la naissance avec fréquemment une interruption de grossesse qui est décidée. Et vous savez, donc, outre bien sûr le faciès caractéristique et le retard mental modéré lié à ces syndromes, vous savez aussi que un des risques principaux du syndrome de Down, c'est l'âge de la mère. Plus la mère est âgée, plus le risque est élevé, qu'un risque qui devient très très élevé au-delà de 45 ans par exemple. Et donc ce syndrome de Down, il est dû à une trisomie du chromosome 21. Donc on a bien 2 copies de chaque chromosome sur cette formule, sauf pour le 21 où il y en a 3. Alors à côté des anomalies de nombre, on peut donc avoir, et on va en reparler, des anomalies de structure, délétion ou duplication, qu'on appelle parfois aussi des micro-altérations. C'est-à-dire que vous allez voir, maintenant on est capable d'aller chercher des anomalies de plus en plus petite taille au niveau de ces chromosomes. Alors, c'est là que je vais essayer de prendre un petit peu de recul et de vous montrer un petit peu comment on a pu avancer grâce à la génomique. Donc, au cours de ces dernières années, depuis le séquençage du génome humain, on a effectivement développé toute une série d'outils qui nous permettent d'étudier le génome dans son entièreté, non seulement dans un but scientifique et de recherche, mais aussi dans un but médical, de diagnostic et de répondre aux familles quant aux causes des anomalies observées. Un des exemples, c'est une cause fréquente de consultation en génétique, ce sont des enfants qui développent un retard mental et les parents qui s'inquiètent quant à la cause génétique de ce retard mental et quant au risque d'une réapparition de ce syndrome chez les enfants à venir lorsque c'est le premier de la famille ou lorsqu'ils souhaitent encore avoir des enfants. Et on a particulièrement étudié des enfants qui ont un retard mental avec quelques petits troubles morphologiques. Donc, ils ont un faciès un peu particulier, souvent. C'est souvent un trouble morphologique au niveau de la face et du crâne qui font que, on dit parfois, ils ont un look chromosomique. Donc, on se dit qu'il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas bien avec leurs chromosomes. Et pourtant, donc, si on fait une analyse chromosomique classique, donc on regarde juste le karyotype, le nombre de chromosomes, au microscope, on va trouver la cause de ces anomalies que chez une très très petite minorité des familles. Et donc on avait l'immense frustration d'avoir des dizaines de familles qui consultaient et de ne donner une réponse que dans une très petite minorité des cas. Alors on a développé, sur base de la génomique, la technique de CGH, qui là permet de donner une réponse déjà chez dans 3 fois plus de cas, au moins 15% des cas, de permettre une réponse en CGH. Et puis, si on n'est quand même que moyennement satisfait, 15% de réponses favorables, c'est pas encore terrible. Alors on a commencé à explorer ces enfants par séquençage d'ADN et par séquençage haut débit, donc ces techniques de NGS, et en particulier par ce séquençage d'exomes, de séquencer tous les gènes de l'ADN. Et en particulier, l'équipe de Nijmegen aux Pays-Bas a publié quelques gros articles en explorant une série de ces enfants avec un retard intellectuel plus ou moins sévère, éventuellement avec des troubles morphologiques associés par séquençage d'ADN. Ici, c'est un exemple d'une famille que nous avons explorée à Liège avec une consanguinité et un enfant qui n'a qu'un retard d'ADN et qu'on a également exploré par séquençage. Et donc, les résultats, donc la CGH permet... On va revenir sur la CGH en diagnostic dans 15% des cas et le séquençage d'ADN à haut débit permet, d'après l'équipe de Nijmegen, d'obtenir un résultat dans 50 à 60% des cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on a un syndrome, le retard mental associé avec quelques troubles morphologiques, qui peut avoir une cause chromosomique mise en évidence par CGH, souvent des microdélétions ou des microduplications, ou qui peut avoir une cause monogénique mise en évidence par le séquençage d'ADN. Donc même syndrome, cause bien différente et exploration différente en quelque sorte pour les mettre en évidence. Dans le cas des causes monogéniques, on a deux situations possibles. On a un grand nombre de patients clairement qui présentent des mutations de novo, donc des mutations pas présentes chez les parents, des erreurs de recopiage à nouveau, comme je vous l'ai dit, lors de la génération des gamètes,
oocytes ou spermatozoïdes. Et on a quelques familles consanguines, comme je vous l'ai montré sur la dia précédente, avec des maladies récessives liées à la consanguinité. Alors, il y a une série de caveats. Le plus important est certainement le fait que quand on commence à étudier tout le génome, on ne sait pas très bien, quand on ouvre le bouquin du génome, on ne sait pas toujours tout ce qu'on va y trouver. Ceci, c'est un autre exemple donc, qui explique bien que le génome, le séquençage du génome entier a permis effectivement le diagnostic de toute une série de familles avec des maladies mendéliennes monogéniques. Et ceci représente le graphique. Au cours du temps, depuis, finalement, au cours des 3 à 4 dernières années, on a découvert, grâce au séquençage du génome et aux données de séquençage du génome et à l'utilisation du séquençage d'exomes, donc le séquençage de tous les gènes, on a découvert un nombre important de maladies monogéniques, en tout cas de gènes responsables de maladies monogéniques ultra rares. Donc ça permet d'évoluer extrêmement rapidement dans la connaissance de toute une série de maladies génétiques. Cependant, si on revient à ce papier, ils ont donc réalisé de séquençage d'exomes pour le diagnostic de maladies monogéniques. Ça date déjà d'il y a 2 ans. Ils ont fait ça chez 250 enfants. Ils obtiennent un diagnostic chez 25% des patients. Par rapport à 0 auparavant, c'est évidemment bien. Mais ce qui est un peu perturbant, c'est que par ailleurs, ils trouvent ce qu'on appelle des découvertes accidentelles, incidental findings, chez 12% des patients. Alors c'est quoi ces découvertes accidentelles? Une découverte accidentelle, c'est quand on étudie tout le génome, il nous arrive de ne pas trouver ce qu'on cherchait, mais de trouver ce qu'on ne cherchait pas et qu'on aurait préféré ne pas trouver. Et c'est ça les incidental findings. On ne trouve pas le gène responsable de la maladie, mais on trouve la maladie dans d'autres gènes responsables d'autres maladies, et on est bien emmerdé d'une certaine façon, parce que si on n'a pas bien préparé l'histoire avec les parents, avec la famille, on se retrouve dans des situations un peu périlleuses. Je vais prendre un exemple qui nous est arrivé aussi chez nous. On explore un enfant pour un retard mental. On ne trouve pas le gène, mais on trouve un gène de prédisposition au cancer. Donc après, on revient vers les parents, on dit, ben voilà, on n'a pas explication au retard mental de votre gamin, mais par contre, il y a un problème, il risque fort de développer un cancer, et peut-être vous aussi d'ailleurs, puisque c'est possible que ça vienne de vous. Donc ça, c'est le genre de situation qui est un peu embarrassante, et plus on va vers des études whole genome, donc de tout le génome, plus on s'expose à ce type de risque. On avait déjà un petit peu avec les chromosomes, mais plus on va dans une étude fine, plus on s'expose à ce type de risque. Et donc ça implique en pratique que lorsque nous proposons des études larges à une famille quelle qu'elle soit, elle doit être informée de ce risque de découverte accidentelle et de ce que nous allons rapporter et pas rapporter. Si c'est un truc tout à fait bénin, on ne va pas nécessairement le rapporter, mais si c'est effectivement un gène de prédisposition au cancer ou un gène qui nécessite de prendre des mesures familiales, ben on est a priori tenu de le rapporter, sauf si les gens disent non, moi je ne veux pas le savoir. Alors maintenant, donc, ces papiers indiquent également que ces études de séquençage de l'exome atteignent maintenant un coût qui devient plus ou moins compatible avec le diagnostic d'une pathologie chronique. Ça reste évidemment à être avalisé par nos autorités de remboursement, ce point. Alors, je voulais vous illustrer ça par un exemple d'une étude que nous avons réalisée. C'est une étude qu'on a faite en collaboration avec nos collègues de l'Université du Rwanda, qui sont tous les deux pour le moment en Belgique. D'ailleurs, le professeur Léon Bouteza et sa collaboratrice Annette Ouineza. Alors, pourquoi présenter cette étude-ci aujourd'hui? Parce que finalement, ce n'est pas une étude qui est de très très haut vol, sans doute sur le plan scientifique, mais c'est une étude qui a par contre un intérêt médical réel. Et d'autre part, l'intérêt de travailler avec nos collègues rwandais, c'est qu'on partait sur une population entre guillemets assez vierge sur le plan génétique. Donc, ils ont commencé, Léon a commencé les consultations génétiques il y a quand même quelques années là-bas après sa formation chez nous. Et donc, il commence à avoir pas mal de patients. Et on a pu, avec eux, sélectionner des patients assez typiques dès le départ et faire une étude, je dirais, à partir de rien, à partir d'une population bien caractérisée, bien sélectionnée par 2 cliniciens, 2 seuls cliniciens, donc on avait une unité de sélection. Alors, Léon Bouteza et sa collaboratrice ont donc sélectionné 50 patients qui avaient un retard mental d'une part et d'autre part quelques anomalies morphologiques ou essentiellement facio-crâniennes.
Ils avaient fait ce qu'ils avaient disponible dans le laboratoire qu'ils ont monté à l'Université du Rwanda avec notre collaboration et celle de la communauté universitaire, de la coopération universitaire au développement. C'est-à-dire qu'ils ont fait un examen chromosomique standard et ils ont exclu l'une ou l'autre maladie génétique, essentiellement le X fragile pour les enfants avec un retard mental. Et donc, il y avait toute une série de patients qui ont tous un retard mental avec des anomalies morphologiques parfois plus ou moins évidentes, macrocéphalie pour certains, puis de microcéphalie pour d'autres, des troubles d'implantation des oreilles, diverses choses. Je ne suis pas dysmorphologiste, moi, mais donc tous avaient un certain nombre de caractéristiques. Ici, on a une famille avec un retard mental, une microcéphalie chez tous et également un hypodéveloppement de la mâchoire plus ou moins évident chez ces différentes personnes, ainsi que des troubles au niveau du développement des oreilles. Donc, ils ont sélectionné toute une série de patients et on est donc parti, puisque les karyotypes étaient normaux, on a débuté par une étude de CGH. Alors, qu'est-ce que c'est la CGH? Donc, la CGH est une étude qui permet de comparer l'ADN d'un sujet, d'un ADN contrôle, avec l'ADN d'un malade. On marque chacun de ces ADN avec un fluorochrome, donc avec un témoin fluorescent, par exemple le témoin en rouge et celui du malade en vert. Et puis, on va hybrider ces deux ADN sur une lame de verre où on a des dizaines de milliers de petites sondes, qui sont des petits fragments d'ADN connus, qui, en quelque sorte, sondes qui sont choisies pour être, si vous voulez, positionnées tout le long des chromosomes. Ensuite, cet ADN va se fixer sur ces sondes en fonction du fait que la séquence est complémentaire ou non. Et puis, on va lire cela avec un scanner. Et si la quantité d'ADN rouge et la quantité d'ADN vert hybridés, donc fixés à une sonde, sont équivalentes, on aura un spot jaune. S'il y a un excès d'ADN vert, on aura un spot vert, et s'il y a un excès d'ADN rouge, on aura un spot rouge, pour faire simple. Puisqu'on a marqué le témoin en rouge, le patient en vert, si on a un excès de vert, ça veut dire qu'il y a sans doute une duplication, ou si vous voulez, une trisomie dans tout un chromosome ou d'un morceau de chromosome. Si on a un excès de rouge, ça veut dire que dans l'ADN du patient, il manque un bokeh. Okay, il manque un morceau. Et donc, on fait cette étude, et puis je vous fais grâce de la calcul mathématique, mais on peut, en logarithme de base 2, avoir un signal mathématique qui est reporté sur des signaux. Alors, le résultat, il se présente comme ceci. Ceci, ce sont tous les chromosomes, 1, 2, 3, 4, 5, etc., 21, 22, X, Y. Et normalement, on doit avoir une variation toujours des signaux autour d'une ligne de base ici au milieu, avec un peu de rouge, un peu de bleu, mais tout au niveau de la ligne de base. Et on voit bien ici que sur le chromosome C, qui est le 21, tout le signal est bleu et la médiane, si vous voulez, est déplacée vers le haut. On a zoomé sur le chromosome 21, on a agrandi cette zone. Toutes les sondes montrent un excès de matériel. C'est donc une image de trisomie 21 en CGH où toutes les sondes qui correspondent au chromosome 21 donnent un signal en excès chez le patient par rapport au témoin. On n'a pas besoin de la CGH d'accord pour être dans une trisomie 21, mais évidemment on va pouvoir aller dans des trucs beaucoup plus fins. Et voici un autre exemple où là on a un groupe d'une vingtaine de sondes qui donnent un hyposignal chez le patient par rapport au témoin, ce qui montre une perte d'un morceau de ce chromosome qui est le 17, oui c'est ça, un morceau du chromosome 17 qui est manquant, donc une délétion sur un des chromosomes 17 du patient. Et ici, à nouveau, on a tout un chromosome qui est en hypersignal, qui montre une trisomie du chromosome 13 chez un fœtus probablement. C'est une trisomie qui donne une viabilité très limitée après la naissance. Donc la différence de la CGH par rapport au karyotype, c'est sa résolution. Le karyotype a une sensibilité de 5 millions de paires de bases. Donc, à un bon œil et l'aide d'un microscope ou d'un ordinateur, on peut voir un morceau de 5 millions de bases d'ADN qui manquent ou qui est en trop, 5 à 10 millions. Tandis qu'avec la CGH, on peut voir des pertes ou des gains de 100, 1000 ou 400 000, suivant le seuil qu'on place. On peut passer le seuil comme on veut, en quelque sorte, paire de bases. Donc, on augmente de 10 à 50 fois la résolution par rapport au karyotype. Il y a un paquet de données à générer parce qu'on voit plein de variations de petites tailles qu'il faut trier ensuite.
et raison pour laquelle les gens qui font la CGH ont réclamé d'avoir de grands écrans d'ordinateur. Et puis alors, sur toutes les variations qu'on observe, on va dans des bases de données et on peut voir si ces variations qu'on observe sont répertoriées comme pathologiques ou bénignes. Et alors, ce qui est ennuyeux, c'est qu'il y en a qui sont répertoriées comme incertaines, et ça, c'est toujours ennuyeux. Enfin, on peut donc observer toute une série de variations au niveau de ces sondes, de tailles différentes, de tailles variables, et on peut voir si celles-ci peuvent être en lien avec la pathologie observée. Donc, on les interprète toutes en fonction de leur taille, en fonction des gènes qu'il y a dans cette anomalie, et en fonction du lien éventuel entre ces gènes et ce qu'on a observé chez les patients. Donc, dans notre étude avec nos collègues rwandais, on a fait une CGH, on a utilisé des sondes, des puces d'ADN avec 180 000 sondes, et ça nous a permis d'observer une anomalie chromosomique chez 13 patients, c'est-à-dire chez 26% des patients. Donc on a un rendement supérieur à ce qui est publié généralement, sans doute parce que les deux cliniciens africains, Léon et Annette, ont fait une sélection très stringente de leurs patients sur base d'une anomalie morphologique et d'un retard mental relativement marqué. Et voilà ce qu'on a observé. Chez celui-ci, on a ici une duplication, donc un morceau en trop dans le chromosome 1. Chez celui-ci, on a une délétion ici de relativement petite taille, mais qui est causale dans le chromosome 2. Et chez celui-ci, on a trouvé deux anomalies, une petite duplication à l'extrémité du bras long du chromosome 8 et une petite délétion à l'extrémité du bras court du chromosome 16. Et donc, pour 13 patients, on a pu mettre en évidence des anomalies chromosomiques de petite taille. Ok, alors on s'est dit, voilà, on a 26% des patients chez qui on a une réponse. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Et comme vous l'avez vu sur mes dias précédentes, ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin, c'est séquencer les exomes, donc séquencer tous les gènes. Alors, je reviens, donc quand on séquence tous les gènes d'un individu, on va observer toute une série de variants. Si on veut savoir ceux qui sont pathogènes dans ce cas-ci, il faut avoir une hypothèse, maladie dominante, nouvelle mutation ou maladie récessive, et il faut pouvoir comparer plusieurs membres de la famille. Il faut toujours séquencer au minimum l'enfant et ses parents, voir un enfant malade, son frère sain et les parents, etc. Et c'est là que se pose le problème. On avait 13 patients qui avaient identifié le problème sur 50, il en restait 37. Mais il fallait faire 37 exomes fois 3 ou 4 pour avoir au moins les parents ou un frère ou sœur, à 1 000 €, 1 200 € l'exome au prix qu'on pouvait avoir. Ça faisait 150 000 €, et ni nos collègues rwandais, ni nous n'avions le budget. Donc on s'est dit, on va d'abord, et c'est le stade où on en est, on va d'abord établir la preuve de concept sur quelques familles. On va essayer de sélectionner quelques familles sur lesquelles on pense avoir des chances d'être informatif. On a pris 3 familles. On a séquencé, je pense, au moins 7 personnes, on a sélectionné les personnes de la famille pour un séquençage complet, et puis on est allé, on a confirmé des mutations observées intéressantes chez les autres membres de la famille. On avait 2 familles consanguines, chez qui on a trouvé des variants à l'état homozygote dans des gènes candidats. Il nous reste à confirmer autant que possible le lien entre ces gènes et la pathologie observée. Donc il nous reste à essayer d'avoir des études fonctionnelles ou à affiner l'étude de ces gènes pour faire le lien, séquencer d'autres membres de la famille, etc. Et puis on avait une 3e famille, qui est donc celle-ci que je vous ai déjà montrée, avec le père et 3 enfants atteints d'un retard mental modéré, d'une petite microcéphalie, d'un hypognatisme et de troubles auditifs, même symptomatologie. En plus, l'intérêt, c'est que il avait eu ces 3 enfants-là avec 2 femmes différentes, donc on avait pas mal de facilité pour essayer d'identifier la mutation dominante causale. Donc ça, c'était la symptomatologie des patients, et on a mis en évidence une mutation dans un gène qui est EFTUD, qui est EFTUD2, mutation qui est présente chez tous les sujets atteints de la famille, pas chez les autres, qui est effectivement décrit dans une maladie extrêmement rare, il y a que 60 patients décrits dans le monde, mais qui correspond à ce qu'on appelle la dysostose mandibulofaciale de Guillon-Almeida, qui est soit transmission dominante, soit sont des mutations de novo, et qui correspond manifestement assez bien à ce qu'on avait dans cette famille. Donc, on a établi la preuve de concept. On voit bien que si on sélectionne bien nos patients, si on a suffisamment de patients à étudier dans une famille, on arrive à pouvoir mettre en évidence la mutation causale dans ce cas, dans cette population. Et donc, on a
une famille pour laquelle on a clairement identifié la mutation par séquençage d'exome et 2 dans lesquelles on l'a probablement sur les 3 qu'on a séquencés. Donc le deuxième exemple que je voulais vous donner en termes d'évolution clinique en quelque sorte, issu du séquençage du génome, c'est ce qui s'est passé au cours de ces dernières années en matière de diagnostic et de dépistage prénatal. Alors un des points qui est donc l'anomalie chromosomique la plus fréquente dans le cas qui permettent de donner naissance à des enfants vivants, parce qu'il y a énormément d'anomalies chromosomiques qui en réalité après la fécondation qui sont éliminées spontanément par fausse couche et même peut-être souvent avant même qu'il y ait un retard de règles, donc même qu'on se rende compte qu'il y a une grossesse. Donc l'anomalie chromosomique la plus fréquente qui permettent à une grossesse d'évoluer à son terme, même si les 3/4 des trisomiques sont entre guillemets éliminés par fausse couche spontanée et ne vont pas au bout de la grossesse, c'est la trisomie 21. Et donc, depuis un certain nombre d'années, il y a une politique de dépistage de la trisomie 21 qui se base sur la prise de sang, une prise de sang chez la mère, c'est ce qu'on appelle le triple test, donc dosage de 3 substances dans le sang de la mère, au premier ou au deuxième trimestre de la grossesse. Sur l'âge de la mère, plus la mère est âgée, surtout à partir de 35 ans, plus le risque est élevé. Et sur des données échographiques qui sont en particulier la mesure de la clarté nucale ici au niveau de la nuque du fœtus, mesurable à l'échographie, et plus elle est épaisse, plus le risque de trisomie est élevé. Et le principe est donc sur base de ces 3 éléments, on a des outils informatiques et des algorithmes, dont certains d'ailleurs ont été développés chez nous par le docteur Roland Scos en génétique et permettent ce calcul, c'est si le risque de calculer une probabilité de trisomie 21 et si la probabilité dépasse un certain seuil, souvent fixé à 1 sur 250, on propose un test génétique prénatal. Et donc ce triple test et ce dépistage a été développé il y a déjà un certain nombre d'années, donc dans les débuts des années 90, ce qui a permis ici de réduire la partie bleue et d'augmenter la partie jaune du graphe, c'est-à-dire de réduire le nombre de trisomie 21 diagnostiquées après la naissance pour diagnostiquer une majorité de ces trisomies 21 en cours de grossesse. Et la barre jaune a certainement continué à s'accroître, puisqu'aujourd'hui, avec ces calculs, on peut dépister 85% environ des trisomies 21 en cours de grossesse. Alors, si donc le test est positif et indique un risque, on peut confirmer la trisomie 21 par analyse génétique du fœtus, un test prénatal, qui peut être fait, si on veut le faire précocement, 10-12 semaines, par une biopsie de trophoblaste faite donc par une pince introduite par voie vaginale sous contrôle échographique, ou si on le fait plus tard, à 15 semaines, ce qui est le cas dans la majorité des cas, par ponction de liquide amniotique. Il faut attendre 15 semaines pour qu'il y ait assez de liquide amniotique pour faire cet examen-là. Donc toujours sous contrôle échographique, on ponctionne le liquide amniotique dans lequel il y a des cellules d'origine fœtale que l'on peut étudier. Le problème, c'est que ces 2 méthodes invasives, biopsie de trophoblaste et ponction de liquide amniotique, comportent un certain risque. Et de temps en temps, le fait d'aller titiller l'utérus avec ces aiguilles induit une fausse couche. Le risque est environ de 1% avec cette méthode-ci, 1 à 2% suivant la qualité de l'expérimentateur, si je puis dire, et il est plutôt de 0,5% avec la ponction de liquide amniotique. Tout ça donc pour principalement, donc, par la ponction de liquide amniotique, réaliser un karyotype et mettre en évidence la trisomie 21, même si on a développé diverses méthodes qui permettent d'avoir un diagnostic plus rapide que le karyotype, parce que là, il faut des cellules, laisser pousser les cellules, avoir des mitoses, etc. Ça prend du temps, on a des techniques plus rapides, mais ça montre toujours la ponction de liquide amniotique. Alors, la première évolution en diagnostic prénatal récente a donc été l'utilisation de la CGH. Je ne vous rappelle pas ce que c'est la CGH. Donc c'est ce qu'on appelle l'hybridation comparative sur l'ensemble du génome, une étude donc ouverte. Ça permet de diagnostiquer trisomie 21, mais vous l'avez vu, on a une sensibilité, une résolution beaucoup plus importante que le karyotype, donc ça permet de mettre en évidence beaucoup d'autres anomalies chromosomiques pathogènes, y compris de petite taille. Alors en Belgique, il s'est passé quelque chose d'assez remarquable, je veux dire, auquel tous les centres belges ont participé, c'est que la CGH a remplacé le karyotype dans tous les centres belges de génétique quasiment simultanément. Ça, c'est quasiment unique, les autres, ce n'était pas arrivé dans les autres pays. Les 8 centres de génétique du pays se sont donc organisés, ont discuté ensemble pour abandonner le karyotype
et passer la CGH en diagnostic prénatal simultanément, mais aussi en se mettant d'accord sur la façon de protocoler la CGH, la taille des anomalies à rapporter, et aussi pour mettre donc un accord sur la façon dont on doit rédiger les protocoles, et aussi la mise en place d'une possibilité d'interaction pour une discussion ouverte si on a des diagnostics difficiles à interpréter, donc d'avoir l'avis des collègues des 7 autres centres rapidement, par évidemment en échange via informatique et mail. Donc ça c'est assez chouette et c'est en tout cas ça nous est largement envié par les pays avoisinants, notamment par les Français. Et donc ça permet effectivement d'utiliser la CGH et d'avoir un diagnostic plus fin. Ici c'est assez simple, c'est tout un chromosome, c'est une trisomie du chromosome 18, donc ça c'est une anomalie de tout un chromosome, mais on peut voir des CGH en diagnostic prénatal avec des anomalies de beaucoup plus petite taille. Ici c'est en fait simplement deux manières de traiter le prélèvement différents, directement ou après culture, mais dans les deux cas on voit, même si celui-ci est plus beau, on voit une petite anomalie ici sur, je ne sais plus quel chromosome, je crois que c'est le 8, mais je ne suis pas sûr, non, c'est le X, pardon, sur le chromosome X, qui est responsable donc d'une pathologie fœtale et qui peut donc nécessiter, après discussion avec les parents, une interruption éventuelle de grossesse. On voit bien ici la zone, toutes les sondes qui sont anormales et qui indiquent cette zone du piqué au niveau du chromosome X. Donc, on a opté pour la CGH il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. Nous, c'était à l'été 2013 qu'on a fait le changement, pour avoir une technique de bien meilleure résolution que karyotype, qui permet notamment de mettre en évidence des microdélétions ou des microduplications. On fait très attention à l'interprétation des résultats. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait des anomalies chromosomiques de petite taille qui étaient dans la zone. Il y a des qui sont clairement pathologiques, d'autres qui sont clairement bénignes et d'autres qui sont incertaines, très ennuyantes en diagnostic prénatal quand on a évidemment une modification de signification incertaine. Donc, celles qui sont bénignes ne sont pas rapportées pour ne pas effrayer anormalement tout le monde. Celles qui sont pathogènes sont bien sûr rapportées dans le protocole. Et celles de signification incertaine sont à discuter avec le généticien qui suit éventuellement la grossesse et avec le gynécologue. Très important de bien préciser aux parents que la CGH ne permet pas de mettre en évidence des maladies monogéniques dont on a parlé tout à l'heure, qui ne peuvent être mises en évidence que par des tests moléculaires spécifiques. Donc très important toujours que chacun, en particulier quand on est dans le domaine délicat du diagnostic prénatal, que chacun, et en particulier les parents, soient bien informés des limites des tests qui sont appliqués. Donc ça c'est 2013. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe maintenant, dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse, c'est ce qu'on appelle le dépistage prénatal non invasif, qui est essentiellement consacré à la trisomie 21. C'est basé sur le séquençage d'ADN, et je vous rappelle cette dia, quand on fait séquençage d'ADN NGS, on séquence des petits morceaux d'ADN, et puis on aligne le tout avec une séquence de référence. Il se fait que les tissus fœtaux, notamment le placenta, libèrent dans le sang de la mère diverses choses, notamment un peu d'ARN, quelques cellules et un petit peu d'ADN. En fait, toutes nos cellules, lorsqu'elles meurent, ou pour différentes circonstances, peuvent libérer un petit peu d'ADN libre, qui est donc en dehors des cellules et qui circule dans ce plasma, en dehors des cellules, donc pas dans les globules blancs, qui est en dehors des cellules dans le plasma. Ce sont des petits morceaux d'ADN qui circulent dans le plasma. Chez une femme enceinte, il y a donc dans le plasma des petits morceaux d'ADN qui proviennent de toutes ces cellules à elle et quelques-uns qui proviennent du fœtus. Et donc, le principe du test prénatal non invasif est juste de séquencer des dizaines de millions, ou des millions, dans tous les cas exactement, des millions de petits fragments d'ADN, de regarder à quel chromosome ils correspondent et de compter ceux du chromosome 21 par rapport aux autres. Et de faire un test statistique bête et brutal. Normalement, voilà ce qui se passe. Si on imagine que dans l'ADN du plasma de la mère, dans tout l'ADN plasma de la mère, il y en a 90% qui provient de la mère et 10% qui provient du fœtus. On est souvent effectivement entre 5 et 10% d'ADN fœtal. Si le fœtus a 2 chromosomes 21 comme la mère, on va avoir 90 copies maternelles donc 90 petits morceaux d'ADN qui vont venir du chromosome 21 de la mère et 10 petits morceaux d'ADN qui proviendront du chromosome 21 du fœtus. Si maintenant le fœtus est trisomique, on aura une proportion changée, 90 copies
qui proviennent du chromosome 21 de la mère pour 15 copies qui proviennent du chromosome 21 du fœtus. Et donc on va avoir, par rapport aux autres chromosomes, un petit excès de séquences qui proviennent du chromosome 21. Le chromosome 21, c'est un petit chromosome. Il représente 1,35% de l'ensemble des séquences d'ADN. Donc si vous faites le calcul 10% de fraction fétale, on va devoir considérer qu'on passe de 1,35% de séquences du chromosome 21 si le fœtus a 2 chromosomes 21 à 1,45% de séquences du chromosome 21 si le fœtus a 3 chromosomes 21 pour 10% de fraction fétale. D'accord ? Et donc la question est de savoir combien faut-il séquencer de petits morceaux d'ADN pour avoir une différence statistiquement claire et indiscutable entre ces deux situations. Et donc la courbe a été établie. On s'est passé non pas à 10% de fraction d'ADN fœtal, mais à 4% pour avoir quelque chose qui permette de couvrir la plupart des grossesses dans les circonstances. On voit que si on séquence 10 000 copies, les courbes qu'on obtient de nombre de copies correspondant au chromosome 21 en cas de trisomie en rouge ou en cas de 2 copies, donc disomie du 21 en noir, se recouvrent beaucoup trop. 100 000, ça ne va toujours pas. À partir d'1 million, c'est bon. Donc on va séquencer généralement entre 5 et 10 millions de petites séquences d'ADN, les aligner pour pouvoir faire un test statistique imparable et dépister la trisomie 21 de cette manière. Donc c'est une prise de sang chez la mère vers la 10-11e semaine de grossesse. On séquence 5 à 10 millions de petits morceaux d'ADN. On compte combien on a de chromosome 21 par rapport aux autres chromosomes. Il y a des formules statistiques spécifiques qui ont été mises au point. Il vaut mieux utiliser 2 tests statistiques différents avec un contrôle pour être sûr de ne pas se louper. Et avec ça, on sait faire un diagnostic, en tout cas un dépistage de la trisomie 21. Alors, on peut aussi potentiellement dépister les trisomies 13 et 18. On sait aussi éventuellement définir le sexe de l'enfant avec cette méthode. Donc, en 2013, jusque 2013, on était au triple test. Calcul du risque de trisomie 21 par triple test âge maternel plus carte éducale. On déterminait un risque de trisomie 21 si on était à plus qu'un sur 250, on faisait une ponction de liquide amniotique. Ce triple test avait une sensibilité de 85%, ce qui veut dire qu'on dépistait 85% des trisomies. Mais le triple test est très peu spécifique, puisqu'on définissait comme seuil un risque de 1 sur 250, ce qui veut dire qu'on faisait beaucoup de ponctions de liquide amniotique inutiles. Et, puisqu'il y a une ponction de liquide amniotique sur 200 qui se termine par une fausse couche iatrogène provoquée par le médecin, on avait des fausses couches, généralement, donc des fœtus normaux en plus, qui étaient perdus à cause de l'intervention médicale. À côté de ça, on a le NIPT maintenant. Alors ça, c'est une dia qui a été faite par les gynécos, par Xavier Capel et Frédéric Chantraine, qui est extrêmement informative sur le sujet pour vous montrer la performance, ce qu'on a gagné en termes de performance. Si on se base que sur l'âge maternel, donc ils partent de 100 000, pour faire facile, ils partent de 100 000 naissances. Pour vous donner une idée, il y en a à peu près 120 000 par an en Belgique. Donc ils ont arrondi. Et considèrent que sur 100 000 naissances, il y a à peu près 200 fœtus trisomiques. Si on se base uniquement sur l'âge maternel, pour définir s'il faut faire une ponction de liquide amniotique ou pas, on va avoir une sensibilité de 60%. Donc on va détecter 120 des 200 trisomiques. Mais pour ce faire, on va faire 19 000 ponctions de liquide amniotique. Et donc on va entraîner plus de 100 fausses couches. Donc on entraîne plus de fausses couches que ce qu'on dépiste de fœtus trisomiques. Si on prend le test combiné, triple test plus âge maternel plus carte éducale, on a 85% de sensibilité, donc on dépiste 170 des 200 trisomies au prix de 4000 ponctions de liquide amniotique, et donc on induit à peu près 20 fausses couches. À nouveau, généralement 20 fausses couches qui entraînent la perte de fœtus normaux en plus. Alors, on peut faire le test prénatal non invasif uniquement chez celles qui ont un test combiné positif. Pour des raisons financières, vous allez voir pourquoi. Là, donc on va le faire que chez les 170 qui ont un test positif. On va les dépister tous ou quasiment tous. On est prudent, mettons-nous 99%, mais a priori on les dépiste tous. Au prix
de quasiment, et on ne fera faire des ponctions liquides amniotiques que chez celles qui ont un test positif, par exemple pour le confirmer avant une éventuelle interruption de grossesse. Et encore, on ne le fait que si les parents disent qu'ils vont interrompre la grossesse en cas de trisomie 21. Sinon, évidemment, on ne fait pas la ponction liquide amniotique. Donc, on n'a quasiment aucune perte fétale, et en plus, ce sont des pertes fétales, je dirais, qui de toute façon étaient à coup sûr vouées à une interruption de grossesse, puisque ce sont des diagnostics positifs de trisomie 21. Alors, est-ce qu'on peut faire le test prénatal non invasif dans toute la population? Ça nous permettrait de dépister quasiment toutes les trisomies 21. On aurait peut-être, parce que là, ce n'est pas très clair, si on garde une valeur prédictive positive aussi bonne, on aurait peut-être un petit peu plus de ponction liquide amniotique et donc un tout petit peu plus de perte fétale. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le test prénatal non invasif, il nous coûte 460 €. Il y a 120 000 grossesses par an en Belgique, donc ça fait 50 millions d'euros. D'accord, si on voulait faire à toute la population au coût aujourd'hui. Pour vous donner une idée, le budget total de la génétique en Belgique, c'est 40 millions d'euros. Donc on plus que double le budget si on fait ça. Ce n'est pas tout à fait sûr que ce soit vraiment la direction que prenne notre gouvernement actuel, vu les conditions financières. Mais voilà, dans tous les cas, si on peut mettre en place le diagnostic prénatal non invasif, au moins pour les patients à haut risque, on dépiste le même nombre de trisomie 21 et on réduit de 10 fois au moins le nombre de pertes fétales inutiles et de fausses couches iatrogènes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait le test combiné et puis on voudrait pouvoir proposer le test prénatal non invasif quand le test combiné est positif, donne un risque de 1 sur 300 ou 1 sur 1000, tout dépend du coût auquel cela va être remboursé. Si le test prénatal non invasif est négatif, on laisse aller la grossesse et on rassure les parents. S'il est positif, on confirme par une ponction liquide amniotique pour envisager éventuellement une interruption. Toujours, bien sûr, si les parents ont l'option d'interrompre en cas de test confirmé. Par contre, s'il y a des antécédents familiaux d'anomalies chromosomiques, si on a des parents qui déjà porteurs d'anomalies chromosomiques parfois équilibrées, mais qui peuvent donner des anomalies déséquilibrées chez les fœtus, ou si on a des signes d'appel échographique pour quelque chose d'anormal, on ne fait pas le test non invasif parce qu'il ne permet pas de dépister toutes les autres anomalies chromosomiques possibles. On va direct à la ponction liquide amniotique avec la CGH. Donc, le test non invasif permet ces diagnostics, il est très performant, on le confirme toujours en cas de positivité par un test invasif. Le problème, il n'est pas remboursé par l'ENAMI aujourd'hui, il est donc facturé aux patientes 460 €. Ce qui est un frein évidemment à son utilisation. Tout est bien sûr relatif, mais c'est clair que c'est quand même un frein à son évaluation. Alors, des discussions sont en cours dans remboursement. Pour qui? Uniquement les patientes à risque. Et quel niveau de risque? Ou toutes les grossesses à condition que le coût du test chute drastiquement. Et à quel prix va-t-on le rembourser? Ça, c'est bien sûr une discussion qui est en cours, notamment avec l'INAMI et ou la ministre. Est-ce que c'est OK? Je vais complètement changer de sujet, si je puis dire. Donc, je vous ai illustré maladie monogénique, maladie chromosomique et des morceaux qui tombent, je ne sais pas où. Et j'ai parlé de quelques avancées que l'on peut avoir en clinique récemment grâce à la génomique. Alors, on m'a demandé de parler aussi des maladies complexes. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'essaie quand même de vous en parler un petit peu. Donc, les maladies complexes, pour un médecin, c'est le pain quotidien. Ce sont toutes les maladies les plus fréquentes que l'on observe. Maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, maladies inflammatoires, maladies psychiatriques, etc. Qui sont généralement donc liées à des facteurs génétiques et à des facteurs d'environnement. Alors, Michel Georges a peut-être parlé des traits complexes, il adore ça, pour ceux qui étaient à sa conférence. Donc les traits complexes, ce sont des caractéristiques morphologiques qui sont déjà liées à plusieurs gènes et à l'environnement. Donc la taille à laquelle on arrive à l'âge adulte est un trait complexe. Et on a ici 4 individus qui partagent un certain patrimoine génétique, mais qui sont de tailles différentes pour des raisons peut-être de différence génétique et ou de différence environnementale. Si vous lisez Madalton, je pense, on voit pourquoi Joe a été maltraité petit, etc., etc. Donc, il y a des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui interviennent dans la taille à l'âge adulte. Et c'est la même chose pour le poids, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, différents facteurs de comportement. Donc ces traits génétiques de variation continue sont donc des traits complexes, souvent influencés par les gènes et l'environnement. Et comme la taille, le poids, etc., si on prend des mesures
dans ces traits dans une population, on aura généralement une distribution gaussienne avec une moyenne des écarts types et tout ce que vous voulez. Et on peut, à partir de cette distribution, calculer donc la variance et définir ce qu'on appelle l'héritabilité d'un trait, voire l'héritabilité d'une maladie, c'est-à-dire la proportion, dans le cas d'un trait complexe, la proportion de la variance qui est d'origine génétique. Donc, si on prend la taille à l'âge adulte, notre taille à l'âge adulte, elle est définie à peu près à 80% par la génétique et à 20% par l'environnement. Aujourd'hui, dans tous les cas. Mais il y a sans doute quelques siècles, au moment où les enfants ont beaucoup de maladies infectieuses ou plus d'état de problèmes d'alimentation, la part de l'environnement était sans doute plus importante. D'ailleurs, la taille de la population, la taille moyenne, a augmenté. Si on prend notre poids à l'âge adulte, il y a sans doute une part plus importante de l'environnement et une part de la génétique qui est, je pense, estimée de l'ordre de 30%, quelque chose du genre. Donc on a des interactions des deux éléments qui jouent dans ces traits à variation complexe. Et pour ce qui est des maladies, on est dans ces maladies multifactorielles qui sont bien influencées généralement par de multiples gènes, comme la taille. Pour la taille à l'âge adulte chez nous, il y a des dizaines de gènes qui interviennent. C'est le cas aussi de ces maladies complexes qui peuvent être influencées par de multiples gènes et par des facteurs environnementaux. Et on peut éventuellement représenter ça de cette façon. On va développer une maladie complexe si on charge trop le plateau de gauche ou pas assez le plateau de droite. Alors c'est facile à comprendre, pensez aux maladies cardiovasculaires. On va avoir des anges et des démons environnementaux, des anges et des démons génétiques. Si on ne met pas les maladies cardiovasculaires, là on va mettre la sédentarité, le fait de consommer des frites tous les jours, etc., plus des facteurs génétiques qui contrôlent le taux de cholestérol, la tension artérielle, etc. Et de ce côté-ci, on va mettre au contraire un exercice physique quotidien, une alimentation correcte, j'ai oublié le tabac évidemment ici, etc. Et plus à nouveau des facteurs génétiques favorables ou de protection. On peut aussi définir, donc voilà un exemple avec l'asthme. L'asthme est une maladie fréquente dont l'augmentation dans nos populations, si ce sont les chiffres en Écosse, est extrêmement important au cours de ces dernières années. Alors tout le monde a l'idée qu'il y a une base génétique à l'asthme, qu'il y a des familles asthmatiques, etc. Et effectivement, on a des facteurs génétiques de prédisposition à l'asthme. Mais une telle augmentation sur 30 ans de la fréquence d'une maladie ne peut pas être liée à la génétique. Les Écossais ne sont pas modifiés génétiquement aussi rapidement que cela. Donc ça, c'est bien une augmentation d'origine environnementale, ce qui n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir des facteurs génétiques de risque associés à l'asthme. Alors on peut aussi, on dessine souvent la courbe de probabilité ou de prédisposition à une maladie comme une courbe de Gauss à nouveau. Avec, dans la population générale ici, la courbe verte, avec une moyenne de risque de développer la maladie, des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'auront jamais cette maladie-là, et d'autres qui vont dépasser un seuil et qui vont très probablement présenter cette maladie cardiovasculaire ou autre. La génétique est illustrée par le fait que si vous avez quelqu'un de votre famille proche qui a développé cette maladie, vous n'êtes plus sur la courbe verte, mais vous êtes sur une courbe mauve décalée vers la droite. Et donc, dans les gens qui ont des antécédents familiaux, ils vont avoir cette courbe dépassée vers la droite, une moyenne dépassée, et une plus grande proportion d'individus qui vont dépasser le seuil et qui vont donc développer la maladie. Alors, les chiffres sont disponibles pour plein de maladies. Si vous avez quelqu'un de proche qui a développé une maladie cardiovasculaire, votre risque est probablement d'1,3 à 1,5 fois le risque de la population générale de faire un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Si vous avez quelqu'un de votre famille proche qui a fait un cancer du sein, c'est la même chose. Vous avez un risque multiplié par 1,5, etc. Donc, ce décalage a été établi pour vraiment un très grand nombre de pathologies. Alors, on a une petite proportion de ces maladies complexes qui peuvent être fortement influencées par un seul gène et qui rejoignent donc quasiment le cas des maladies monogéniques. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Donc on a dans ces maladies complexes quelques gènes qui ont une pénétrance élevée, c'est-à-dire que ce sont des mutations rares qui sont responsables de cette maladie chez un petit nombre d'individus. L'effet seuil, si vous voulez, est atteint avec un événement unique. Donc la courbe est complètement déplacée à droite. Alors ça représente quelques pourcents des cancers du sein, on en reparlera la semaine prochaine, ou quelques pourcents des cancers du côlon, une petite proportion des diabétiques ou des formes précoces de maladies d'Alzheimer ou de maladies de Parkinson. À côté de cela,
chez la plupart des gens, on n'a pas ces formes monogéniques transmises directement, mais on a de multiples gènes qui comportent des polymorphismes ou des allèles. Les allèles signifient différentes formes d'un même gène, où il y a donc des polymorphismes, des variants qui sont associés à une prédisposition. Le risque est très faiblement augmenté, et même parfois encore beaucoup moins que cela avec les techniques qu'on a. On identifie des variants génétiques qui sont associés à un risque de 1,03, donc une augmentation de 3% du risque de développer une maladie X ou Y. Et donc on a une augmentation très faible du risque lié à chacun de ces gènes. Néanmoins, ces gènes sont ces variants de prédisposition sont fréquents dans les populations, ils sont nombreux aussi, et donc ils ont un impact important au niveau de l'épidémiologie et du risque dans une population donnée. Pour faire simple, si vous voulez, on peut être de très petite taille parce qu'on a une maladie monogénique comme Grincheux, si je le reconnais bien, ou on peut être de très petite taille parce qu'on a de multiples facteurs génétiques et environnementaux qui nous empêchent de grandir, comme Joe Dalton. Ou alors, on peut avoir un infarctus du myocarde. Ici, c'est une lésion d'athérosclérose sur une artère coronaire. Parce qu'on a une maladie monogénique, une hypercholestérolémie familiale qui va donner des taux de cholestérol majorement élevés dès l'enfance, avec un risque de lésion cardiovasculaire très précoce, ou on peut faire un infarctus du myocarde parce qu'on cumule des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui s'additionnent, comme vu sur le plateau, pour faire passer le seuil. Et donc, pour toute une série de maladies, on a identifié des situations à haut risque, les maladies cardiovasculaires, l'hypercholestérolémie familiale, pour le cancer du sein, les mutations des gènes BRCA. Pour la maladie d'Alzheimer, on a 3 gènes à très haut risque. On a une forme de diabète chez le jeune qu'on appelle le maudit avec 5 gènes impliqués. Et à côté de ça, on a les autres patients qui présentent une prédisposition génétique liée à de multiples gènes. Généralement, ces formes-ci sont rares, beaucoup plus rares que celles-ci, et sont souvent précoces. Donc souvent, ce sont des pathologies qui surviennent plus tôt que dans la colonne de droite. On a plutôt la forme fréquente de la maladie avec une présentation classique à un âge habituel. On y reviendra aussi pour le cancer la fois prochaine. Alors, là où je voulais en venir, c'est comment est-ce qu'on peut identifier ces gènes de prédisposition aux maladies génétiques. Et donc, on a fait ces fameuses études qu'on appelle les études GWAS. Je ne sais pas si Michel Georges en a parlé, il aime beaucoup ça, qu'on appelle les Genome-Wide Association Studies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à nouveau, on va utiliser des puces à ADN avec des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de variants de polymorphisme, essentiellement les variants de type SNP, c'est-à-dire des variantes qui intéressent une seule des lettres de la séquence d'ADN. Donc, si on séquence l'ADN deux d'entre vous et qu'on compare les séquences, on va observer un variant de ce type-là toutes les 1000 paires de bases environ, toutes les 1000 bases. Donc, chez un d'entre vous, on aura un A ici et chez un autre un C, et puis 1000 bases plus loin, on aura chez certains un A et chez d'autres un G. Donc ici, voilà ce qu'est un SNP. Donc on a une séquence d'un gène avec un G au milieu et on a d'autres personnes dans la population qui a la même séquence, sauf qu'au lieu du G, ici, on a un A. Et donc on peut étudier des centaines de milliers de polymorphismes de ce type-là en une seule expérience et essayer de définir s'ils sont associés au risque de développer une maladie. Donc voilà ce type d'expérience. On a ici le SNP A, où il y a 2 formes du gène, la forme 1 et la forme 2. Et on regarde la fréquence de la forme 1 et de la forme 2 chez des sujets sains et chez des sujets pour une maladie donnée. Et on voit que globalement, on a la même fréquence, à peu de choses près, de cette forme 1 et 2 chez les sujets malades, ici, et chez les sujets contrôle. Mais pour un autre polymorphisme, ici, on a 2 formes du gène, la forme 3 et la forme 4. On regarde à nouveau la fréquence des formes 3 et 4 chez les sujets malades, pour une maladie donnée, et chez des sujets contrôle. Et on voit ici qu'on a un enrichissement important de la forme 3 chez les sujets qui ont développé cette maladie, qui peut être une maladie inflammatoire, maladie de Crohn, une maladie cardiovasculaire. On a fait ça pour absolument tout ce que vous imaginez, la taille à l'âge adulte, l'âge des premières règles, le cancer du sein, toutes les maladies cardiovasculaires possibles, le diabète de type 2, de type 1, l'obésité. On a fait de milliers d'études de ce type-là pour toute une série de maladies. Ici, on conclut que les sujets qui ont ce variant-là par rapport à ceux qui ont le variant 4 ont un risque plus élevé de développer cette maladie. Il y a probablement un gène qui doit être dans ce coin-là, pas nécessairement juste là, mais dans ce coin-là.
On a fait des études énormes. Ça, c'est une vieille dia à nouveau que j'ai emprunté au professeur Bertrand Jordan, qui est un Français qui écrit beaucoup de livres et de trucs très intéressants sur la génomique, si ça vous intéresse. Donc, c'est une étude massive qui a été faite il y a plusieurs années déjà sur des milliers de malades, des milliers de témoins, 500 000 polymorphismes, et ça a coûté plusieurs millions d'euros et plusieurs labos qui ont été impliqués. Et on a trouvé, ici au point vert, des variants associés à la maladie coronarienne, à la maladie de Crohn, à l'hypertension artérielle, à la polyarthrite rhumatoïde, au diabète de type 1 et au diabète de type 2 dans cette étude. Il y a une étude qui vient de sortir, pour vous donner un peu une idée, sur le cancer de l'ovaire. Rien que sur le cancer de l'ovaire, ils ont étudié, je pense que c'est 500 000 marqueurs chez 15 000 malades et 30 000 contrôles pour essayer d'identifier des gènes associés à un risque de développer un cancer de l'ovaire. Ça coûte cher et ça a aussi demandé de développement d'études statistiques particulières pour ce type d'études. Alors, on a dépensé des millions, des dizaines de millions d'euros à cela. Et on avance, on a identifié toute une série de facteurs de prédisposition, mais il y a ce qu'on appelle l'héritabilité manquante. Ça veut dire qu'il y a celui qui s'en va par la fenêtre, là. Donc malgré tout cela, on loupe encore une partie importante des facteurs génétiques de prédisposition. Donc, parce que finalement, au cours de ces 10 dernières années, on s'est rendu compte que cette prédisposition génétique à ces maladies complexes était plus compliquée que ce qu'on pensait, qu'il y avait plus de facteurs, sans doute des facteurs rares, et donc on ne les a pas encore tous identifiés, loin de là. C'est ce qu'on appelle la missing heritability, même si, il faut reconnaître, ça continue à avancer, mais à coût de très très gros budget. Alors, pourquoi faire? Est-ce juste pour faire joli ou pas? Alors, il y a plusieurs raisons à ces études. Une des raisons, c'est que ça nous permet d'identifier les mécanismes qui sont sous-jacents au développement de ces maladies. Et donc, éventuellement, d'identifier de nouvelles façons d'explorer et de traiter ces maladies. Parfois, ça a vraiment apporté, on dit, tiens, tel gène est impliqué, on n'irait pas penser, donc il doit y avoir un mécanisme lié, et ça permet d'explorer et de mieux comprendre les maladies. Deuxième point, la plupart des maladies humaines sont en réalité extrêmement hétérogènes et recouvrent un melting pot, je veux dire. L'hypertension artérielle de M. Dupont n'a rien à voir avec celle de Mme Durand qui habite 3 maisons à côté. Il peut y avoir de multiples facteurs, etc. Même chose sans doute pour l'asthme, etc. Donc ça devrait permettre une meilleure classification des maladies en fonction des mécanismes à la base et des bases génétiques en quelque sorte. Et ça permet fort d'expliquer aussi pourquoi les gens répondent différemment à des traitements. Enfin, l'effet de l'environnement est variable en fonction du génotype, donc on interagit différemment avec notre environnement en fonction de nos gènes, et donc ça permet des mesures préventives adaptées. Et c'est surtout là qu'on veut en venir. Le concept de ces études, c'était surtout de pouvoir identifier des sujets à risque. Donc on a une famille dans laquelle il y a quelques maladies cardiovasculaires ou autres, avec des tests génétiques qui identifient tous les facteurs génétiques de risque, on peut identifier des gens qui sont réellement à haut risque ou pas, et derrière leur proposer des mises en place des méthodes, enfin des moyens de médecine préventive, diététique, médicaux ou autres, modes de vie, etc. Et donc ça, c'est vraiment l'idée de base. On identifie tôt qu'un enfant a un risque de développer de l'asthme, on peut conseiller aux parents toute une série de mesures d'éviter l'exposition à des allergènes. On identifie tôt que quelqu'un a un risque de diabète de type 2, on sait qu'il faut fortement l'encourager à de l'exercice physique, limiter la prise de poids, etc. Donc, il y a toute une série de mesures qui peuvent être proposées d'emblée. Le problème, c'est le coût. Évidemment, est-ce qu'on est dans un rapport coût-bénéfice favorable? Ça, la question reste posée. Et le deuxième problème est un risque de dérive vis-à-vis des compagnies d'assurance, emploi, etc. L'idée de base était donc quasiment celle-ci. Aujourd'hui encore, la médecine fonctionne sur base, on diagnostique une maladie et on la traite. Et l'idée était plutôt, grâce à ces tests génétiques prédictifs ou de prédisposition, d'évoluer vers une médecine, un modèle prédire et prévenir. Donc remplacer le modèle diagnostiquer et traiter par un modèle prédire et prévenir. Ça, c'était la version optimiste. La version pessimiste disait ça ne marchera pas. La plupart des facteurs de risque ne sont pas suffisamment prédictifs et la prédiction ne mène pas toujours à une prévention efficace. On sait bien qu'il ne faut pas fumer et les gens continuent quand même à fumer. Donc c'était les deux modèles qui s'opposaient. Je dois dire que jusqu'ici, on n'est pas parvenu à dans tous les cas quelque chose qui soit facilement applicable pour entrer dans cette méthode-là, mais il ne faut pas nécessairement désespérer. Alors tout ceci nous amène donc un peu aux conclusions. Donc,
La génomique, aujourd'hui, nous permet d'avancer dans un nombre de diagnostics de maladies, mais la génomique, aujourd'hui, nous permet aussi d'avancer certainement dans une série de modèles prédictifs. Et d'autre part, la diminution drastique du coût du séquençage nous permet d'envisager, dans un avenir proche, que nous ayons notre génome, ou au moins notre exome. Donc je précise pour tout à l'heure, donc le génome, c'est le séquençage du génome, ça veut dire qu'on séquence tout notre ADN, y compris les zones entre les gènes. Séquençage de l'exome, ça veut dire qu'on séquence que les régions codantes des gènes, donc les régions exprimées des gènes. Donc on peut imaginer évoluer effectivement vers un séquençage du génome à 1 000 $ ou même moins, même beaucoup moins aussi, disent certains, ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, ce serait applicable presque à l'ensemble de la population par rapport à ce qu'on dépense dans d'autres éléments. Donc on pourrait bientôt avoir notre carte magnétique en poche avec notre génome personnel. Aujourd'hui, donc, on arrive tout doucement, pas encore vers ces chiffres-là, mais ça diminue. Mais clairement, on garde encore un problème d'interprétation. Et si vous arrivez à l'hôpital avec ça et vous remettez ça au médecin, ben, il va avoir ce problème de lecture. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on arrive progressivement au génome à 1 000 $, mais il en faut encore 100 000 pour l'interpréter et l'appliquer. Vous pouvez néanmoins, comme je vous l'ai dit, trouver sur Internet des sociétés qui peuvent vous séquencer votre ADN et vous donner des choses plus ou moins valables. Ceci dit, certains ont dû faire marche arrière par rapport à leurs interprétations suite à des plaintes et ou d'ailleurs à des mesures, par exemple aux États-Unis, de la FDA pour contrer un peu un certain nombre de choses. Alors, va-t-on vers le séquençage du génome et pourquoi faire? Alors, la première question qui se pose, est-ce qu'on va séquencer le génome de tout le monde à la naissance ou à la majorité? Michel Georges me dit parfois, bah, tu vas bientôt séquencer le génome de tous les nouveau-nés, voire même, il m'a déjà dit, tu vas bientôt séquencer en cas de diagnostic prénatal tout le génome du fœtus. Et en général, je lui réponds, j'espère que non. Un des problèmes, c'est de savoir quand le faire. Alors, nous, les généticiens, nous sommes extrêmement réfractaires à l'idée de générer beaucoup de données génétiques chez un nouveau-né et de lui imposer des données qu'il n'a pas demandées. En règle générale, pour la plupart des maladies, lorsqu'il n'y a pas, dans tous les cas, d'intervention à faire dans l'enfance, je pense par exemple à la prédisposition au cancer, on dit on ne fait pas les tests génétiques avant que la personne ait 18-20 ans et qu'elle soit capable de dire « Ok, on fait le test ou on ne le fait pas, foutez-moi la paix ». Donc là, on va y revenir. Donc, nous sommes très réticents sur un séquençage du génome à la naissance, comme par exemple illustré dans Bienvenue à Gattaca pour ceux qui ont vu le film. À la majorité, sur base volontaire éventuellement, ça peut se discuter. Pour mettre en évidence quoi? Détecter des mutations à l'état hétérozygote. Donc sommes-nous porteurs de maladies génétiques récessives et notre conjoint est-elle porteur des mêmes? Et si oui, on sait où se trouve le risque. Je ne dis pas qu'il faut changer de conjoint, mais il faut éventuellement savoir quel est le risque et voir si un test prénatal est envisagé. Deuxième point, sommes-nous prédisposés à des maladies complexes? Et si oui, que devons-nous mettre en place comme médecine préventive pour autant, encore une fois, que les gens suivent les conseils qu'on leur donne? Et troisième point, dont je n'ai pas parlé du tout aujourd'hui, c'est la pharmacogénétique. Existe-t-il dans notre génome des contre-indications à certains médicaments dont certaines personnes, pour des raisons génétiques, vont faire des effets secondaires majeurs de certains médicaments, par exemple? Il faut également bien garder à l'esprit que ces informations, appelons les informations génétiques, elles sont valables pour nous, mais pour nos proches également, nos enfants ou nos parents, ça dépend dans quel ordre on travaille. Mais donc, il faut bien comprendre les informations obtenues, leurs limites et le fait que ça impacte aussi sur notre famille, comme c'est représenté ici. Dans ces diades, qui sont les diades empruntées à Bertrand Jordan, il insiste toujours beaucoup dans tous ses articles et dans tout ce qu'il écrit sur le droit à l'intimité génétique. C'est-à-dire que chaque personne doit marquer son consentement pour cette étude, et d'autre part, les données obtenues sont évolutives. En tout cas, leur interprétation est évolutive. Mon génome restera mon génome jusqu'à la fin de mes jours, mais par contre, si je suis séquencé aujourd'hui, on me donne un certain nombre d'informations, mais dans 5 ans, 10 ans, en fonction d'avancement des connaissances, on peut en donner d'autres. Donc si on séquence le génome de quelqu'un, à quelle fréquence faut-il de réétudier pour ne pas louper une information qui deviendrait importante à un moment donné? Et ce qui est très important dans tous ces tests génétiques, c'est donc le droit des gens à refuser le test ou à ne pas en connaître les résultats s'ils n'en ont pas envie. Le deuxième point est évidemment évoqué sur une dia précédente, le risque de dérive notamment des compagnies d'assurance.
voire des employeurs qui pourraient être intéressés par avoir des informations génétiques pour ne pas donner une assurance vie ou moduler les coûts, voire un emploi. Alors, les exemples sont surtout pris aux États-Unis. En Belgique, les compagnies d'assurance ne sont pas autorisées, et c'est une loi qui date déjà d'il y a quasiment 20 ans, je pense, ne sont pas autorisées à demander des tests génétiques, ce qui est une bonne chose. Et moi, personnellement, quand je fais des tests génétiques un petit peu sensibles, je dis toujours aux patients, surtout s'ils sont très jeunes, de ne jamais mettre ça sur leur formulaire d'assurance vie, qu'ils ont des tests génétiques, parce que ça pourrait effectivement poser des problèmes. Nous savons tous, M. Bonival, que j'ai fait de l'oncologie, on sait tous qu'un patient qui a eu un cancer très jeune ne peut jamais s'acheter une baraque parce qu'il est incapable à vie d'obtenir une assurance sol restandue sur un crédit hypothécaire. Donc il est évident que ceux-ci sont quand même aussi des données à manipuler avec beaucoup de précautions. Mais je le répète, en Belgique, les assurances n'ont pas le droit de demander des tests génétiques, ce qui est une très bonne chose. Donc voilà, je conclurai là. Alors, j'ai pris cette dia parce qu'elle a l'air de dire que tout notre avenir est prédisposé par nos gènes, ce que je ne pense absolument pas personnellement. Donc je voudrais quand même un tout petit peu repréciser ça. Dans les maladies complexes, comme dans tout le reste, la part de l'environnement est extrêmement importante. Moi, je ne suis pas du tout un adepte de ceux qui pensent que le clonage permet de faire des individus identiques. La part de l'environnement est une part qui reste importante et qu'il ne faut en aucun cas négliger, ni dans la prédisposition à une maladie, ni dans toute une série d'autres facteurs, par exemple de comportement. Donc il faut garder tout ceci à l'esprit en sachant que la génétique est une partie de notre déterminisme, mais n'est certainement pas le seul. Merci beaucoup.